Coucou les Kimichou! Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format de vidéo qui n'a pas vu le jour sur la chaîne depuis un long moment. Je n'ai pas envie de chercher depuis quand exactement. Parce que c'est pas que j'en ai un peu honte, mais presque, parce que j'adorais vraiment faire ce format. J'avais beaucoup de retours positifs de votre part, ça vous aidait vraiment finalement à cibler vos futurs achats ou non concernant le mois à venir. Et les derniers temps, j'ai pas trop pu, donc je suis désolée, mais je suis trop contente de pouvoir le faire aujourd'hui. Comme toujours, ça va s'articuler de la même manière pour ceux d'entre vous qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'habitude. On commence par tout ce qui est sorti, donc les nouvelles sorties, c'est-à-dire les premiers tomes de saga, etc. Ensuite on a les suites, justement, ensuite les suites. Et pour continuer, on a les poches et on termine par tout ce qui est graphique, parce que je sais que tout ce qui est graphique, c'est pas forcément la tasse de thé de toute la communauté, donc au moins si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, ça vous permet de vous arrêter au niveau de la vidéo pile à ce moment-là. Je vous propose donc de commencer tout de suite avec un livre qui est déjà sorti puisqu'il a été publié le 1er février aux éditions Plume Blanche. Il s'agit du roman Maudite et c'est écrit par C. Cizel. Ici on nous propose d'évoluer dans une cité où la magie est monnaie courante, on s'en sert pour cuisiner, pour faire toutes les basses besognes et bien plus encore. On va suivre le personnage de Elisa qui est nihil, c'est-à-dire qu'elle est insensible à la magie, donc forcément la vie pour elle est un petit peu plus compliquée, mais elle va se rapprocher d'un certain Nathanaël, un maître décrypteur, et justement à partir de là sa vie va aller un petit peu mieux. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, mais celle-ci est un peu brutale puisque Nathanaël va brusquement mourir. Elle va donc se retrouver seule, désemparée, et le pire dans tout ça c'est que sans le vouloir elle va devenir un réceptacle d'un démon millénaire qui ne rêve que d'une chose, c'est de zigouiller tous les habitants et de détruire la ville. C'est festif. Je ne vais pas vous le dire pour toutes les vidéos sorties littéraires que je fais, mais pour moi les éditions Plume Blanche est une maison d'édition dans laquelle j'accorde toute ma confiance. J'ai lu jusqu'à présent 3 romans, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver dans les pales imminemment, donc je sais que tout ce que j'ai lu jusqu'à présent c'est vraiment incroyable, ça a été des coups de cœur systématiques. Je vous parle bien sûr de Rose éternelle et de la duologie de Lune ardente pour ne pas changer, donc c'est pour ça que je fais vraiment confiance au choix de l'éditrice concernant les romans qui sont publiés dans sa maison d'édition. Et là celui-ci, j'aime beaucoup le côté réceptacle, démon et compagnie. Pour moi, ça me fait un petit peu penser, mais c'est parce que j'ai adoré ce roman, à Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc forcément je suis emballée. Ah, ce titre, j'avais tellement hâte qu'il soit traduit en français, et c'est chose faite grâce aux éditions Bayard. J'ai envie de vous parler du premier tome de la duologie Havenfall qui sortira du coup le 2 février prochain, c'est signé par Sarah Holland. Havenfall est en réalité une auberge, mais pas n'importe quelle auberge, puisqu'en fait il y a plusieurs royaumes qui constituent cet univers, et vous en avez dans certains des choses plutôt cool et d'autres un petit peu moins. Vous en avez un où finalement il fait très froid, un où il fait très chaud, et puis un dont on a scellé la porte pour ne pas que les créatures qui y sont s'en échappent et fassent ce qu'ils ont de mieux à faire. C'est ici qu'intervient Maddie, qui est la nièce de l'aubergiste, et elle vient régulièrement aider à cette auberge qui est en fait la jonction un petit peu entre ces différents royaumes. Ça lui permet aussi d'oublier les sombres secrets de famille. Sauf que un jour, il y a l'impossible qui se produit. La porte qui ferme le monde où il y a les vilaines créatures, donc la porte de Solaria, est ébréchée. Son oncle est retrouvé inconscient. Et Maddie va comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se dérouler et qu'elle seule a le pouvoir de rétablir l'ordre et l'équilibre au sein des royaumes. Ce qui est plutôt cool, c'est que c'est une duologie, donc finalement on aura rapidement les tenants et les aboutissants de cette histoire. J'ai vu ce magnifique bouquin, je crois que c'est Illumicrate qui avait fait ça, une super belle box avec la couverture absolument magnifique, comme ils savent parfaitement le faire. Et depuis, j'attends sa traduction impatiemment, simplement parce que j'ai adoré le design qui a été fait. Bon, pas que, hein, forcément l'intrigue y est pour quelque chose. Je suis trop contente que Bayard ait réussi à nous traduire ce titre. Moi j'ai hâte de découvrir ça. Je sais qu'il y a un concours actuellement, mais je crois qu'il sera fermé. Oui, donc je vous en parle pas. Enfin, il s'arrête demain, mais je ne sais plus à quelle heure. N'hésitez pas à checker, sinon il y a un concours sur le compte de Camille de Ellie Demo pour vous faire remporter notamment un exemplaire de ce titre. Donc moi je ne suis pas partenaire de la maison d'édition. Pour autant, c'est un des livres qui me titille le plus à l'achat ce mois-ci. Mais je suis en aubaine en février. Donc
je l'achèterai en mars. Dernière petite information concernant ce roman, je vous ai dit que l'autrice était Sarah Holland, peut-être que ça vous parle, c'est simplement parce qu'il s'agit de l'autrice de la duologie Everless, dont le tome 2 est Evermore, donc si jamais vous l'avez lu et vous connaissez un petit peu la plume de l'autrice, ça peut vous aiguiller concernant ce choix d'achat avec ce nouveau titre. Une maison d'édition dont je ne parle pas forcément beaucoup, mais là il y a un titre qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est pourquoi je décide de vous le présenter ici. Il sort pareil le 2 février comme le titre juste avant Havenfall, c'est aux éditions Livresque. Il s'agit du premier tome des chroniques d'Ombre et de Lumière de Marie-Laure Junier, dont le brochet est déjà sorti en janvier et là cette fois-ci on a le droit à l'e-book. Ici on va découvrir l'histoire avec Ariel et ses deux amis qui sont des anges déchus et qui ont quitté la lumière il y a 2 ans de cela et depuis elles vivent à New York, tout proche de ce qu'on appelle l'underground, donc c'est là où il y a plein de créatures qui se baladent et finalement elles essayent quand même de les éviter ces petites créatures parce que bon on sait jamais, c'est des anges peut-être déchus mais ça reste des anges donc évocateurs de pureté et tout ça. Sauf qu'un soir, il y a des êtres de lumière, donc là où elles étaient il y a 2 ans de ça, qui viennent pour les tuer. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Elles vont pas avoir d'autre choix que de fuir. Elles vont fuir dans le domaine voisin qui est tenu par un certain Ryan, un alpha avec une certaine réputation, dirons-nous, très douteuse. J'ai pas d'informations concernant le nombre de livres prévus dans cette saga-ci. J'ai trouvé que c'était assez original. Je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps de ça, mais selon moi, les anges sont des créatures, des personnes qui sont très peu représentées dans la littérature de l'imaginaire. En tout cas, j'en vois pas beaucoup passer. Donc quand j'ai vu ce titre, je me suis dit que c'était l'occasion de le sélectionner en espérant que ça fonctionne mieux que le dernier titre que j'ai lu avec des anges qui a été une de mes plus grosses déceptions littéraires. Petite interlude romance avec un titre écrit par Mina Zadig. Il s'agit de Arrogant Highlander et c'est à retrouver aux éditions Addictive. Ici on va suivre Adèle qui a toujours rêvé de visiter l'Écosse et personnellement je la comprends à 200%. Sauf qu'elle ne pensait pas que son voyage allait se dérouler de cette manière. Bon déjà elle arrive, panne de voiture, il pleut comme vache qui fait pipi, elle se retrouve à un pub pour demander de l'aide, se vautre comme un gros caca, attire l'attention de certains garçons et notamment de Fife, alors je crois que c'est comme ça qu'on dit, un Highlander hyper sexy en kilt et tout ça et tout ça. Sauf que elle vient pas ici pour faire mumuse, elle vient ici parce que elle a hérité du domaine de son grand-père et elle ne souhaite pas rester vivre, donc en fait il faut qu'elle le vende, sauf que c'est Fife et ses amis qui vivent sur le domaine de son grand-père, donc en fait il faut qu'elle puisse réussir à les dégager cordialement pour qu'elle puisse vendre les terres et puis repartir faire sa vie. Alors même si le Highlander la trouble énormément, il va falloir qu'elle résiste si elle veut arriver à ses fins. Moi je pense qu'ils vont quand même finir ensemble parce que c'est de la romance et patati patata, on sait toujours comment ça finit ce genre de pitch, c'est plutôt comment se déroulent justement les choses pour qu'ils finissent ainsi qui sont plutôt intéressantes. Moi j'aime beaucoup quand les histoires se déroulent en Écosse, là j'ai une grosse pensée par exemple pour les McCoy ou les étoiles de Noshead et là forcément ça m'a tapé dans l'œil. Il y a une grosse promotion de fête de la part de la maison d'édition sur ce titre et je suis très curieuse de voir. Moi je connais pas du tout la plume de l'autrice. Pour certaines personnes qui connaissaient cette plume et ils la retrouvent ici, mais en plus elle serait un petit peu plus différente. Il y a quelque chose d'autre qu'elle a mis dans ce roman vis-à-vis des autres. Un titre qui est très attendu, qui est signé par Jennifer Lynn Barnes, je sais pas comment on dit, qui va sortir aux éditions Pocket Jeunesse le 3 février prochain. Il s'agit du premier tome de la saga Itinérance Games. Inhéritance, pas itinérance. Inheritance Games. Ici on va suivre une jeune demoiselle étudiante qui galère un petit peu financièrement et qui serait clairement pas contre une certaine aide, sauf que cette aide, quand elle vient d'un milliardaire qui décède, qui lui lègue son argent et qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, forcément on se pose des questions. Elle va donc arriver au manoir où il y a encore ses 4 petits-enfants, tous aussi séduisants les uns que les autres, mais très mystérieux, on sait pas trop ce qu'ils pensent d'elle, ce qu'ils veulent, ils sont totalement insondables les mecs. Si ce n'est une chose, on sait parfaitement qu'ils ne veulent pas laisser l'héritage de leur grand-père à cet inconnu, chose qu'on peut comprendre, et du coup notre héroïne va devoir se prêter à un espèce de jeu, résoudre des énigmes, etc. pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe, pourquoi elle a été choisie, et j'en passe. C'est un titre qui est très attendu chez Pocket Jeunesse, je vous avoue que moi, non. Moi pas plus que ça, je sais pas, il n'y a pas eu ce petit truc. Je l'ai vu dans le catalogue donc je sais depuis un petit moment qui va sortir, mais pour autant,
Non, je te pas plus emballée, mais je sais que c'est un titre qui, encore une fois, peut vous plaire, donc c'est pour ça qu'il est dans cette sélection, puisque les sélections que je fais ne me concernent pas forcément que moi, c'est des choses qui peuvent aussi vous plaire à vous, même si moi, je ne craquerai pas. Un petit bond dans le temps, jusqu'au 9 février prochain, on a le premier tome de la saga Céleste de Dorian Bottino qui va sortir en e-book dans un premier temps et en brochet le mois qui suit, le tout aux éditions Bookmark. Est-ce que cette fille est contente parce qu'on parle encore un petit peu d'anges ici, de démons, tout ça? Oui, totalement. Ici, on va donc suivre Aileen, je sais pas du tout comment se prononce son prénom, qui est une princesse des enfers et qui a réussi à se carapater. Elle vit depuis très longtemps dans un petit coin surnaturel dans le sud de la France. Quand je dis longtemps, c'est quand même 2 siècles, il faut le préciser, et son but c'était simplement de couler des jours heureux là-bas. Malheureusement, un jour, il y a Méphistophélès qui ramène ses fesses, qui est quelqu'un avec qui elle a eu une relation très ambiguë, et il lui dit qu'il faut qu'elle retourne aux enfers, sauf que elle, que nini, elle ne veut plus y remettre les pieds. Sauf que malheureusement, la venue de ce démon n'était qu'un début, et elle va devoir faire face à tout ce qui va s'en suivre, découler. Moi je trouve ça hyper intéressant, la couverture est aussi très jolie, j'avoue que Bookmark là-dessus, ils ont un petit quelque chose qui fait que j'adhère à quasiment toute leur couverture, et qu'après derrière je fais la petite souris genre si j'allais lire le résumé pour le rajouter à ma wishlist interminable, hein. Il y aura encore un autre Bookmark après, et celui-ci m'intrigue beaucoup pour le côté, comme je vous ai dit, ange, démon et compagnie, et pour autant il y a aussi ce côté où ils font partie intégrante de notre monde, même si voilà c'est dans un truc quand même qui est assez surnaturel. J'ai envie de voir comment est-ce que tout ça se marie, est-ce que finalement elle prend son panier et elle va chercher sa baguette depuis 2 siècles dans le sud de la France, aucune idée, et voir un petit peu si elle va reprendre les commandes des enfers, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas pour qu'on essaye de lui tomber dessus. Ce sont des questions que je me pose et qui ont fait que ce livre a suscité mon intérêt et je souhaitais vous en parler. À cette même date, on a un titre signé par Amanda Boucher qui va sortir à la même maison d'édition. Il s'agit du premier tome de la saga La Faiseuse de Rois, qui encore une fois va sortir dans un premier temps en e-book, et en mars on aura la version brochée. Cette histoire tourne autour de Catalia, renommée Cat dans le récit, qui est devineresse et qui se cache dans un cirque itinérant, puisqu'en fait il y a une certaine volonté de la part des dieux, de la part de la destinée et de la part de sa mère qui est une meurtrière, la concernant, chose dont elle essaye d'échapper, et c'est pour ça qu'elle se planque là où elle est. Jusqu'au jour où un seigneur de guerre provenant de la partie plutôt sud de la contrée va venir la voir, une contrée qui est pauvre en magie, et il va tout bouleverser, il va remettre en cause sa sécurité. Tout du moins l'illusion qu'elle se faisait quant à sa sécurité dans ce cirque itinérant. Ce guerrier a connaissance que Kat est la faiseuse de rois, c'est-à-dire qu'elle peut voir la vérité au travers tous les mensonges qu'il peut y avoir. Et son but évidemment c'est qu'il puisse repartir avec elle à ses côtés. Il y a beaucoup de hashtags à chaque fois par rapport aux éditions Bookmark pour un petit peu cibler ce que peut trouver le lecteur dans le roman, et il y a un hashtag qui m'a tout de suite interpellée, c'est celui-là de mythologie grecque. Alors qu'est-ce qui va se passer qui fait que ce hashtag est utilisé? Quels vont être peut-être les éléments importés de la mythologie grecque? Parce que je pense pas que ça va tourner vraiment que autour de ça. Moi j'adore la mythologie grecque, alors je veux tout savoir. J'ai le droit aussi de parler moins rapidement et d'articuler pour que ce que je dise soit compréhensible, parce que quand il y a quelque chose qui me plaît, que je suis excitée ou emballée, je fouille, enfin bref, je suis très curieuse concernant ce titre. Le 16 février prochain, Jolon Bertrand nous propose Les Sœurs Hiver, un petit jeunesse à retrouver aux éditions de l'École des Loisirs. Il y a très longtemps de ça, en fait, il y avait 2 hivers au cœur de cette histoire. Vous aviez la grande et la petite hiver. La grande, c'est celle où il fait beaucoup trop froid, on ne bouge pas de chez soi, et la petite hiver, c'est celle où vous pouviez sortir de chez vous, faire des batailles de boules de neige et des bonhommes de neige, de la luge, enfin tout ce qu'on adore faire en sein de la neige. Sauf qu'un jour, la petite hiver a disparu et depuis le village de Brume est complètement détraqué, plus personne ne rigole aux blagues d'Alfred, notre personnage principal, et les trolls se sont mis à devenir des voleurs. Ils ramènent tout ça dans leur chère petite grotte. C'en est trop, un jour, l'oncle d'Alfred met la main à la pâte et décide de partir à la recherche de ces objets volés, sauf que l'oncle d'Alfred va disparaître dans la tempête devant son neveu. Ni une ni deux, Alfred décide
de partir à la recherche de son oncle, d'aller au devant des aurores boréales, et ce malgré le fait qu'il doit affronter la grande hiver. Un petit jeunesse qui a l'air assez sympathique, qui est totalement de saison pour ceux qui aiment lire les livres avec les saisons correspondantes. C'est donc le moment pour celui-ci. La couverture, j'ai adoré, c'est ce qui m'a totalement marqué quand j'ai fait ma sélection, et j'ai trouvé que le résumé était aussi assez intéressant, donc si ça peut vous convenir, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je poursuis avec un nouveau titre le 16 février prochain d'une autrice dont je crois nous n'avons plus du tout besoin de la présenter, hein, puisqu'il s'agit de Jennifer L. Armentrout, qui nous propose un nouveau livre aux éditions J'ai lu, à savoir Ne te retourne pas. Dans ce contemporain, on va donc suivre Samantha, qui est une élève à l'école, qui a une vie idyllique, tout du moins en apparence. Elle vient d'une famille aisée, elle a le plus beau petit copain de la classe, elle est appréciée par tout le monde, elle a une meilleure amie Cassie, enfin tout va bien. Sauf qu'un jour, il va y avoir un accident et elle va se réveiller à l'hôpital et elle aura tout oublié de sa vie d'avant. L'accident, c'est ma conclusion, parce qu'en fait on nous dit qu'elle va disparaître avec sa meilleure amie. Donc bon, hein, quand on disparaît et qu'on réapparaît, je pense qu'on peut dire qu'il y a eu un petit accident en cours de route. Étant donné que quand elle se réveille, elle n'a plus mémoire de rien concernant sa vie d'avant, elle va avoir des doutes de partout. Est-ce que son petit copain l'aimait vraiment, sa famille l'aimait vraiment, sa meilleure amie, est-ce que c'était vraiment une fille bien? Surtout que sous son oreiller à l'hôpital, il y a un petit mot de quelqu'un, nous ne savons pas qui lui dit ne regarde pas en arrière. Il y a donc quelqu'un dans l'ombre qui sait ce qui s'est passé cette nuit-là et qui lui conseille simplement d'avancer. C'est vrai que ça peut faire un petit peu pitch bateau quand il se passe quelque chose, on oublie tout, bouton reset, et puis on essaye de reprendre notre vie, puis on se pose beaucoup de questions sur le passé qu'on a oublié. C'est quelque chose d'assez fréquent, pour autant, c'est Jennifer L. Armentrout en fait, donc fréquent ou pas, c'est pas grave. Je continue avec une réécriture de conte écrite par Célina Fenech. Il s'agit d'Or et de mensonges, à retrouver le 22 février prochain, le tout aux éditions du Chat Noir. Les Chats Noirs, c'est genre ce truc là qui dort à moitié, enfin qui dort même très bien. Très bien. Ici on va donc suivre le personnage de Zari, qui travaille très dur à l'usine de coton pour permettre à sa petite sœur d'avoir une vie décente, puisque depuis que sa meilleure amie travaille dans les beaux quartiers, elle l'a complètement oublié, et puis l'objectif de son père c'est d'écumer les bars et les pubs, donc autant vous dire que ces filles ça passe là-bas. Sauf qu'un jour, elle va revoir sa meilleure amie, celle qui travaille dans les beaux quartiers. Elle va être couverte d'échymoses, paniquée, en fuite totale. Notre amie va donc essayer de l'aider du mieux que possible. C'est ainsi que Zari va découvrir un nouveau monde où il y a des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels, et malheureusement beaucoup sont réduits en esclavage pour un certain Monsieur King, hein, qui trône, qui règne sur la ville depuis son palais doré plus que confortable, j'imagine. Sauf que la petite sœur de Zari va développer à un moment donné des capacités incroyables, et elle va donc comprendre que sa petite sœur est en danger vis-à-vis de ce monde. Pour la protéger, elle va donc prendre sa place au service de la famille King, cette famille qui vit dans ce fameux palais doré. Mais comment s'en sortir là-bas alors qu'elle n'a aucun pouvoir? Voilà ce qui nous est proposé. Ça fait un petit moment que j'attends que cette sortie arrive. Les éditions du Chat Noir ont essayé de faire un petit peu de communication autour de celui-ci, et moi depuis qu'ils l'ont annoncé, je crois que c'était en décembre, un truc comme ça, je suis très intriguée. Déjà la couverture m'a fait totalement basculer dans l'univers des contes, mais alors ce résumé, j'avoue que voilà, j'avoue que je vais l'acheter. Donc Mars, je t'attends, viens à moi. Un autre bookmark fait son apparition. Il s'agit du premier tome de la saga Edwin Jones, à retrouver le 23 février prochain. Comme toujours, e-book au début, broché le mois suivant, et c'est écrit par Aurore Kopek. On va donc être invité à suivre Edwin Jones, qui est un enquêteur pour tout ce qui est un petit peu surnaturel, et sa mission c'est d'enquêter sur la disparition de vampires, de loups-garous et d'un patron d'un resto italien. C'est à ce moment qu'il va s'apercevoir que lui aussi a un certain don, un certain pouvoir magique. En fait, il peut découvrir la nature magique des personnes qu'il a en face de lui et utiliser leurs dons pour se défendre ou attaquer. Oh, et en prime, il découvre que son séduisant patron vampire pourrait être bien plus que ça, et comme on est dans la collection MXM, à savoir des romances entre mecs, je pense savoir ce qui va se passer avec le patron, tout ça. Voilà pour ce titre. Je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont un petit peu intéressantes.
Au début je me suis dit ça fait très Bitlit parce que le côté patron d'un resto, enfin vampire machin, ça faisait vraiment penser à la Bitlit, et la Bitlit pour le moment comme j'en ai pas lu beaucoup, j'essaye de pas trop en mettre dans ma palle puisque je veux y aller tranquillement, hein, j'en ai déjà beaucoup à lire dans ma palle justement. Mais là le côté déjà MXM qui me tentait beaucoup, j'aime beaucoup les romances entre hommes, et à côté de ça, enfin, je trouve que son don il est génial. On peut utiliser, manipuler là les créatures surnaturelles qui sont là pour se défendre ou attaquer, mais c'est juste génial ce don, enfin c'est le don que devrait avoir une personne au milieu d'une communauté surnaturelle. Comment j'ai pu oublier qu'il y avait aussi ce bookmark qui sortait à la fin du mois, le 28 exactement, parce que je l'adore, enfin je m'avance, mais je sens que je vais l'adorer. Je vous en ai déjà parlé dans ceux que j'ai ajoutés à ma wishlist. Il s'agit du premier tome de La princesse étrangère de Virginie Decamps. Simplement on suit ici la princesse Eugénie qui est la plus petite de la fratrie et dont tout le monde se fiche royalement, elle est quasiment ignorée. Mais bon, elle va être bien utile un jour lorsqu'il faut l'envoyer dans un royaume voisin pour des négociations politiques. En devenant émissaire, elle va mettre complètement les pieds dans le plat, s'embourber jusqu'au possible, elle va devoir finalement être serviable avec son hôte et en même temps elle va devoir essayer de revendiquer ce que veut son peuple. Et ça c'est pas forcément évident. Mais bon, le plus dur c'est de rester en vie, hein, parce qu'il y a des complots, il y a de la jalousie, on exige apparemment sa main en paiement. Donc bon, autant vous dire que ça va pas être de tout repos pour essayer de filer une vie plutôt tranquille là-bas. Si elle compte survivre par conséquent et épauler son intraitable époux, elle va devoir finalement s'endurcir. Et quand on parle d'un intraitable époux, je suppute qu'elle a épousé le mec qui dirige ce royaume tout simplement. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo où j'ajoute les livres à ma wishlist, mais c'était un manuscrit qui aurait pu voir le jour aux éditions Plume Blanche, et c'est ainsi du coup que Lady Za, donc Lisa du compte Instagram que je viens de vous donner, a pu le découvrir quand elle était stagiaire dans cette maison d'édition, et depuis elle attendait impatiemment sa sortie, elle se l'est même relue et elle a encore une fois adoré. Donc moi je me suis fait un petit peu alpaguer par cette demoiselle, mais je lui en veux pas du tout parce que pour le coup franchement c'est un titre qui m'aurait déjà bien intrigué de base. Il est temps donc de passer aux suites de saga et on met directement les pieds dans le plat pour le 3 février prochain avec notamment la sortie du tome 3 de Piper McNimbus. C'est toujours écrit par Victoria Forrester et c'est à retrouver aux éditions Lumen. Piper McNimbus est une petite fille qui sait voler aussi facilement qu'elle sait respirer et ça terrifie ses parents qui décident vraiment de l'enfermer à la maison, de la cloîtrer, pas d'école, rien du tout, sauf qu'un jour au village, Piper fait ce qu'elle fait de mieux sans s'en rendre compte, elle se met à voler devant tout le monde, donc le secret n'est plus ce qu'il était. Une directrice d'une école de magie, en tout cas d'une école avec des enfants un petit peu particuliers, va se rapprocher d'elle pour qu'elle puisse être admise dans celle-ci et là-bas elle va faire la connaissance de plein d'autres élèves qui ont eux aussi certains dons. On pourrait croire que tout va se passer pour le mieux pour eux puisque pour le coup elle n'est plus seule et elle peut pleinement profiter de ce don sans se cacher, sauf que malheureusement l'école réserve quelques surprises. Moi j'ai déjà lu le premier tome, j'ai lu le deuxième dans ma palle, mais du coup j'ai pas demandé le troisième à la maison d'édition puisque j'ai encore un petit peu le temps de lire le deuxième je pense, hein. Le premier j'avais été un tout petit peu déçue dans la mesure où déjà je m'attendais pas à ce que ce soit aussi jeunesse, mais bon une fois qu'on a compris, qu'on a l'information, bon ça c'est les choses réglées quoi. Mais par contre j'avais trouvé que le dénouement était très rapide, j'ai trouvé ça dommage qu'en un claquement de doigts tout était fini, ok bye bye ciao. Ça m'avait un petit peu plus gênée. Pour autant, est-ce que ça m'a frustrée au point de ne pas demander la suite à la maison d'édition? La preuve que non, puisque la suite est à la maison. Donc j'espère que ce ne sera pas vraiment du même acabit, dans le sens où s'il y a des rebondissements et un dénouement, que ça se fasse pas en un claquement de doigts. Si c'est le cas, bon, je risque d'être un petit peu agacée, et puis j'arrêterai la saga ici, ce n'est pas grave. Le 3 février prochain, on a un écrit de Livestone aux éditions BMR qui arrive. C'est la suite de la saga Witch and God. J'ai découvert le tome 1 il y a pas longtemps en me baladant sur Amazon, il est arrivé dans ma wish il y a vraiment pas longtemps et là c'est trop cool, il y a déjà le tome 2. Vous allez vite comprendre mon intérêt pour cette saga puisqu'on va suivre Ella, une jeune étudiante mais tout ce qu'il y a de plus normal, mis à part que ses sœurs sont sorcières, mais bon, elle ne l'est pas et elle vit sa vie comme elle l'entend. Elle
Elle va donc les accompagner à une espèce de réunion, fête, etc. au sein du village de la communauté des sorcières. Sauf que ce qui va se passer, c'est que pour essayer d'arrêter le conflit qu'il y a actuellement entre les sorcières et les dieux, il va y avoir un arrangement, c'est-à-dire qu'une sorcière va donc épouser un dieu. Sauf que Ella va tomber des nues quand elle va comprendre que c'est sa sœur qui est choisie pour épouser donc un dieu, mais pas n'importe quel dieu, le petit-fils de Zeus, le dieu de la terreur. Ah non mais c'est la crème de la crème ça. Sauf que capricieux comme il est, aussi ténébreux, volatile qu'il puisse être puisqu'il représente la terreur, il ne veut pas de cette demoiselle, il veut de Ella. Et ce sera Ella ou personne d'autre. Donc autant vous dire que Ella n'était pas forcément préparée à ce choc. Autant voir sa sœur épouser ce rustre, c'est une chose, mais alors en plus l'épouser elle. Alors du coup moi ça m'a beaucoup intéressé parce que vous savez que tout le côté dieu, mythologie, compagnie, ça c'est quelque chose que j'adore à 2 milliards de %. Et en plus de ça, quand ouais, il y a un espèce de bad boy, etc. Parce que je le vois comme ça, moi le dieu de la terreur comme un bad boy. Tout est normal, vous en faites pas. Et bah du coup je suis très intriguée, surtout que l'autrice apparemment n'est plus non plus à présenter, au moins je crois aux États-Unis, qu'elle a déjà fait énormément parler d'elle. On continue avec une nouvelle sortie en date du 10 février prochain. C'est signé par Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit de Sous des flocons d'argent, la suite directe de Sous un ciel d'or. Sous un ciel d'or, rapidement, c'était l'histoire de Lou, âgée de 17 ans, qui vit au début du XXe siècle et qui va être tout d'abord propulsée dans l'aristocratie anglaise, chose qu'elle va découvrir petit à petit, et tout du moins elle va aussi découvrir les personnages, les faux semblants, les paraîtres, etc. Tout ce genre de choses où on vous met plein de paillettes dans les yeux et en fait derrière on cache toute la poussière. C'était ça l'intrigue du premier tome, donc voilà un petit peu pour vous donner une idée de l'histoire. Et là, étant donné que c'est la suite directe, je ne vous ferai pas le résumé pour ne pas vous spoiler. C'était un coup de cœur pour la team Pocket Jeunesse, c'est pour ça que moi je l'avais lu. J'avais quand même beaucoup apprécié. Je sais pour autant que c'est un livre que je ne relirai pas. J'ai passé un bon moment, mais je sais qu'à un moment donné, il quittera ma bibliothèque parce qu'il est très différent des lectures que j'aime. Et même si c'était sympa et que j'ai aimé ce petit moment d'évasion, comme je vous l'ai dit, je souhaite pas le réitérer, donc je sais qu'à un moment donné, ce titre fuira cette zone. Une saga de Beatlit plus que renommée et plus que connue. Elle est signée par Nalini Singh et en fait on va avoir le 16 février prochain aux éditions Milady, comme toute la saga, le 20e tome de Psy Changeling. Je vous avoue que de cette saga de Beatlit j'en sais pas grand chose, j'ai seulement mis le premier tome sur ma wishlist et l'une d'entre vous me l'a offert puisqu'en fait Ophélie Duchemin, l'autrice de Rose Éternelle, n'a pas arrêté de me vendre ce livre et elle trouvait ça scandaleux que je n'avais pas lu le début ou tout du moins débuté cette saga, donc elle m'avait un petit peu remis dans le droit chemin. Et pour autant il est beau le livre, hein, il est rangé tout là-haut, je sais où il est. Il est rangé, il est pas lu, donc il faudrait bien que je le sorte. Je ne sais pas grand chose du résumé, comme vous pouvez le constater. Je sais simplement du coup que c'est de la Beatlit, et pour ceux qui se posent de la question concernant la Beatlit, c'est un genre où en fait vous avez des créatures surnaturelles qui vivent parmi les humains au sein de notre monde. C'est la définition un petit peu de la Beatlit. Un livre dont il est plus qu'important de faire la promotion et qui sortira le 17 février prochain, c'est la suite de Sillon chanté, donc le 2e tome aux éditions Pocket Jeunesse, et ce livre est écrit par 13 auteurs. Comme c'est une suite et que je n'ai rien lu de cette saga, je ne peux pas vous faire de résumé. Pour autant, il faut savoir que les bénéfices qui vont être faits sur la vente de ce livre, comme le premier tome, iront directement au secours populaire, donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. Si vous avez aimé le premier tome, vous pouvez continuer de soutenir cette cause avec le 2e tome qui vient donc de faire son apparition. On termine les suites de saga avec le tome 3 d'un jeunesse, à savoir le Collège Maléfique, qui sortira donc le 23 février prochain aux éditions Flammarion Jeunesse, et il est donc signé par Cassandra O'Donnell. Là on est sur quelque chose de très Harry Potteresque, puisqu'en fait on va suivre la jeune Emma âgée de 13 ans qui a tout fait pour cacher ses dons et ses pouvoirs depuis qu'elle est née, sauf qu'un jour le ministère va donc s'en apercevoir et elle va donc être forcée d'aller à l'école, une école un petit peu spéciale pour toutes les personnes qui ont de la magie, des dons, etc. Et là-bas ça va être un petit peu branle-balle combat pour essayer de s'en sortir, puisque l'école cache de terribles choses. Le tome 3 est déjà là, moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire que j'avais reçu à l'époque de la maison d'édition. J'aurais pu le mettre dans mon challenge petite moi petite lecture, il peut peut-être venir s'incorporer gentiment, ce n'est pas un souci, on verra bien, mais je sais que c'est une autrice qui est très appréciée, Cassandra O'Donnell, avec notamment sa saga de Beatlit par exemple qui est Rebecca Keane, ou encore avec une saga jeunesse dont les 4 tomes ont déjà été publiés chez cette même maison d'édition.
Il est plus que temps de continuer avec les sorties poches qui ne seront pas forcément très nombreuses, mais pour autant ça peut être l'occasion pour vous de découvrir des titres à moindre coût puisque les poches valent moins cher que les brochets. Voilà, ce sont les choses logiques du monde des publications de livres, même si c'est pas français. C'est la vérité, voilà. On va donc zapper ce petit ou la langue fourche et je dis plein de bêtises. Enfin bref, si vous voulez découvrir des livres à moindre frais, c'est le moment avec ces quelques poches. Tout d'abord avec ce titre, à savoir Attention spoiler de Olivia Dade, qui sortira du coup le 2 février prochain, enfin qui est déjà sorti, ou qui sort demain, moi je suis perdue avec les dates, le tout aux éditions Hauteville. Je n'ai pas tout le résumé en tête puisque je me concentre pour les résumer vraiment sur tout ce qui est nouveauté, c'est beaucoup plus facile et gérable pour moi. Je sais simplement que ici c'est une histoire d'amour entre une demoiselle et son idole et qu'ici la protagoniste féminine est une personne qui est grosse. Voilà, donc c'est super d'avoir ce genre de représentation, ce genre de romance, c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de personnes et qui va faire en sorte qu'on puisse aussi se reconnaître au travers du personnage principal. Là j'ai une grande pensée pour mon amie Camille de Ellie Demo qui avait lu ce roman quand il a été publié toujours chez Hauteville mais en brochet et qui l'avait vraiment adoré. Elle en avait beaucoup parlé, elle en a fait une bonne promotion, surtout que quand une personne est concernée par ce qui est écrit dans l'histoire et qu'en plus elle en parle en bien, c'est que forcément l'auteur n'a pas mis, bon, tout du moins ici l'autrice, n'a pas mis les pieds à côté du plat et qu'elle parle avec justesse et ça c'est quelque chose de très important, de plus en plus de personnes, et ce qui est normal, ont besoin d'être représentés, et que ce soit pour du poids, que ce soit pour une couleur de peau, pour une histoire de religion, il est important que tout le monde puisse s'y retrouver et du coup c'était vraiment chouette qu'il y ait un nouveau titre qui arrive comme ça avec une protagoniste qui est grosse. Et non, grosse pour ceux qui se posent la question, ce n'est pas un gros mot. Voilà, on peut être grosse et c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et ce n'est pas une maladie. Voilà, c'est juste un mot, être grosse ou être gros. Simplement. Moi j'aime bien dire que je suis enrobée mais c'est un peu la même chose finalement. C'est juste que vous savez que j'ai un dictionnaire un peu chelou et que dans mon dictionnaire je dis que je suis enrobée. Voilà, ça me va bien. Mais je fais partie de cette communauté de personnes grosses aussi. Hein. On dit mon IMC et la balance actuellement. Bon, pas qu'avec ma grossesse mais je le sais. Et puis m'en fiche, moi je le vis très bien, tout du moins aussi bien que possible parce que la plupart du temps, même si on essaye de se sentir le mieux dans son corps, le problème c'est pas nous, c'est le regard des gens et des fois ça peut être très dur à supporter. On va du coup basculer vers un petit peu de new romance, ça fait un moment que je vous en ai pas présenté ici et là on va donc parler d'une saga signée par Cam Bromberg. Je pense que vous voyez un petit peu de laquelle je vais vous parler, mais c'est évidemment la saga Play Hard qui va donc sortir en poche dans sa totalité avec un 5e tome notamment inédit, toujours aux éditions Hugo. Tous les titres sont des stand-alone dans cette saga, c'est-à-dire qu'ils peuvent donc être lus séparément, simplement ce sont différentes romances entre différentes sœurs d'une même fratrie qui gèrent une agence de communication etc vis-à-vis de personnes qui pratiquent du sport et en fait à chaque fois c'est une romance entre un sportif donné et une des sœurs. Bon, ma déception de cette saga, oui je ne l'ai pas lu, j'ai une déception, c'est comme ça. C'est que le basket n'est pas représenté. Je suis désolée, sachant qu'on représente beaucoup de sports américains dans cette saga, pourquoi pas le basket? Alors le hockey c'est bien, je n'ai rien contre le hockey par exemple, mais je trouve que le hockey est beaucoup plus représenté que le basket. Par exemple, donc pas contente, je veux du basket. Donnez-moi des romances avec du basket s'il vous plaît. Voilà, c'était le petit mot de moi-même qui m'exprime pas forcément avec gaieté de cœur. Le 3 février prochain, un roman qui pourra vraiment parler à beaucoup d'entre nous. Il s'agit d'un roman écrit par deux autrices, Samantha Bailey et Anne-Fleur Multon, à savoir C'est pas ma faute, à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va avoir affaire à une demoiselle très connue sur YouTube qui a une énorme communauté et beaucoup de fans jusqu'au jour où elle va disparaître et sa plus grande fan va donc essayer de la retrouver. C'est donc un sujet qui peut être totalement d'actualité avec le fait qu'on partage de plus en plus sur internet, sur les réseaux sociaux et le tout sans tabou ou presque, chacun pose ses propres limites. Je trouve que c'est un livre qui peut vraiment amener à la réflexion parce qu'avec tout ce rideau de ce qu'on montre, de ce qu'on peut paraître être, c'est pas forcément les choses qui sont comme elles sont dans la réalité. On peut sourire devant une caméra et finalement ne pas aller bien. Ce sont des choses qu'on n'a pas envie de montrer, qu'on a envie de garder et je pense que ce livre par exemple
tome va pouvoir mettre en lumière ce genre de choses dont les personnes ignorent tout, parce que pour certains pas d'entre vous, mais pour certaines personnes, quand on voit quelqu'un au travers d'une caméra, en fait on la connaît, on connaît sa vie et on peut se permettre de la juger. C'est pas forcément le cas et ça ne devrait pas l'être tout court. Je vous en parlais tout à l'heure, donc ça ira relativement vite. Il y a le 10 février prochain le livre de Laura Wood, le premier tome, donc Sous un ciel d'or, qui va paraître aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne vais pas vous refaire le résumé, je vous laisse faire un petit peu retour en arrière dans la vidéo si cela vous intéresse. Mais au moins si cette saga vous a tapé dans l'œil et que vous avez un petit peu de patience, vous pouvez désormais la découvrir avec un budget un petit peu moindre en vous dirigeant vers ce premier tome au format poche. Et pour terminer avec les livres poche, une sortie qui peut être assez attendue pour ceux qui ont découvert cette saga vis-à-vis de ce format-ci, à savoir le tome 3 et le dernier de la trilogie La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est à découvrir du coup aux éditions Pocket Jeunesse le 17 février prochain. Même si j'ai lu le premier tome, ça fait un bail et du coup j'ai pas forcément toutes les informations bien en tête, ça fait presque 2 ans donc il faudrait que je termine cette saga. Je me souviens simplement qu'on est dans un univers où en fait la mort ne frappe personne, on peut pas mourir en suicidant, on peut pas mourir d'une balle. Le seul moyen de mourir, c'est d'être fauché par un faucheur et les faucheurs doivent suivre certaines lois qui sont vraiment nettes, précises et concises et dont il est impossible de se défaire. Et ici on va suivre donc 2 protagonistes, si je me souviens bien, une demoiselle et un garçon qui vont être formés par un faucheur pour devenir eux-mêmes faucheurs, sauf que finalement il ne va y avoir qu'une place pour l'un des deux et pour la personne qui ne sera pas sélectionnée, son sort risque d'être des plus funestes. Moi j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si c'est quelque chose de très original, de très inattendu, ça ne ressemble pas du tout à d'autres livres avec lesquels j'ai passé du temps à les découvrir, c'est vraiment quelque chose d'à part. Pour moi c'est un peu comme dans les mangas avec The Promised Neverland, il n'y en a pas 2 comme cette saga, et bien pour moi c'est un petit peu pareil La Faucheuse. Je trouve que l'univers qu'a pensé l'auteur ici est hyper intéressant et encore une fois original. Donc n'hésitez pas si c'est un sujet qui peut vous parler en termes de littérature, parce que moi je vous recommande cette saga, tout du moins le premier tome. Je vous propose de terminer cette vidéo avec les graphiques, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à rester à découvrir les quelques petits graphiques que j'ai sélectionnés. Bon, il n'y a que des mangas pour ce mois-ci, pour autant ça peut être aussi intéressant. Le 2 février, on a les 2 premiers tomes de la saga Une si belle couleur, qui va donc paraître aux éditions Pika, et le mangaka qui nous propose cette série est aussi le mangaka à l'origine de la série Mon colloque d'enfer, pour ceux d'entre vous à qui cette saga peut parler. Ici on va donc suivre Aya, une jeune lycéenne passionnée de dessin qu'on soupçonne avoir une relation avec son professeur d'art plastique. Elle va donc être rejetée par tout le monde et elle va s'isoler et va vivre très difficilement sa scolarité. Jusqu'au jour un nouvel élève nommé Eimu va arriver, un beau gosse blond, et lui il est très attiré par la demoiselle. Il veut une relation décrite comme intime avec celle-ci. Sauf que elle n'est pas forcément prête à ouvrir son cœur qui est meurtri à quelqu'un d'autre, et c'est donc leurs aventures qu'on va découvrir dans cette nouvelle saga. Moi j'ai pas du tout encore commencé celle de Mon colloque d'enfer parce que j'en ai 20 000 dans cette pile à lire de manga. Non, d'une cacahuète, il y en a vraiment de partout, faut que je fasse quelque chose. Mais pour autant, je sais que Mon colloque d'enfer a beaucoup fait parler d'elle, et en bien. Alors d'elle pour la série, hein, c'est pour ça que j'ai employé elle. Donc n'hésitez pas, si vous aimez la plume, le dessin, tout ça concernant le mangaka, à vous pencher sur cette nouvelle saga. Le 2 février prochain, on a encore une nouvelle saga, voilà, qui va arriver. C'est La sorcière aux champignons, c'est aux éditions Glénat, et rien qu'à voir la couverture, j'ai l'impression que ça va être un univers plein de douceur. Luna est une sorcière qui habite au fond des bois et qui est rejetée par tous les villageois, puisque sur son passage, elle fait pousser des champignons vénéneux. Mais ce que ne savent pas les villageois, c'est qu'en fait son seul but à elle, c'est de les aider, et malgré tout, ils continuent de la rejeter jusqu'au jour où les choses vont changer et que l'amour va donc frapper à sa porte. Je sais que c'est très différent, mais pour autant, j'ai l'impression que ça va être aussi mignon, me demandez pas pourquoi je pense à ce titre, hein, que le manga Minuscule qui parle de petits êtres qui vivent dans la forêt, et je sais pas pourquoi j'ai ce manga qui me vient en tête quand je vois celui-ci. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai le premier tome de Minuscule dans ma palle, donc je vous dis, hein, j'ai beaucoup trop de sagas à commencer, à continuer, etc. Mais ce sont des titres qui me donnent envie de les lire, donc je les achèterai peut-être sur un coup de tête, comme je suis très bien capable de le faire, et si j'achète des mangas sur un coup de tête, ce sera forcément ceux de cette liste. Et on en est déjà au tome 3 de cette saga, c'est donc Les sorcières de la fin du monde, dont on va pouvoir découvrir la suite dès le 10 février prochain, toujours aux éditions Akata.
Ce manga met en scène une demoiselle qui vient d'apprendre qu'elle est sorcière, ses pouvoirs viennent seulement de s'éveiller. Elle va donc aller dans une école spécialisée où il y a que des autres jeunes filles qui ont également la maîtrise de leurs pouvoirs, sauf que une des règles les plus importantes, c'est que une sorcière ne doit jamais tomber amoureuse, elle peut perdre ses pouvoirs ou en l'occurrence ici notre demoiselle pourrait provoquer la fin du monde. Sauf que si on vous parle d'amour, tout ça, c'est que finalement l'amour va peut-être ne pas être très loin, hein. Et ici on a affaire notamment à une romance entre deux demoiselles, entre deux femmes, et ça c'est super. En manga j'en vois pas beaucoup, on met un petit peu plus en évidence les romances entre deux hommes que deux femmes, selon moi, même dans les magasins, hein. Je les vois bien les boys love, mais un petit peu moins ceux concernant les demoiselles, mais pour autant ça peut être hyper intéressant. Moi j'avais lu le tome 1 de toute façon, et le tome 1 je l'avais adoré, j'ai complètement oublié la sortie du tome 2, même si je me souviens de l'avoir vu passer. Je m'étais dit il faut vraiment que je me le procure, et puis c'est passé là, hein, voilà. Mais maintenant que je sais qu'il y a le tome 3, il faut vraiment que je continue cette saga puisque le tome 1 était vraiment génial. Ça a été une grande surprise pour moi, je n'étais pas du tout au courant de la suite, en fait, de la saga de la petite faiseuse de livres. On commence un nouvel arc et on va avoir déjà les 2 premiers tomes qui vont nous être proposés, le tout aux éditions Ototo dès le 11 février prochain. Le premier arc de la petite faiseuse de livres, c'est une demoiselle comme vous et moi qui adore lire et qui flâne beaucoup en bibliothèque. En fait, elle va mourir simplement parce qu'une pile de livres va lui tomber sur le coin de la tronche. Et quand elle va se réveiller dans le corps d'une petite fille qui a des soucis de santé, qui est fragile, etc. Et dans un monde où le livre, où l'écriture, où la littérature n'existe pas. Donc du coup, en fait, elle va tout faire pour que ce soit le cas. Elle va essayer de créer du papier de différentes manières. Ça permet aussi au lecteur de retracer un petit peu cette avancée qu'est finalement l'écriture, le papier. On va parler par exemple de la manière qui a été faite par les Égyptiens, etc., avec le papyrus. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été très intéressantes. La petite fille, enfin l'adulte qui est devenue petite fille, elle est adorable, c'est Mei, et je la trouve vraiment toute choupinette. On prend grand soin d'elle, etc. Et elle veut essayer de faire les choses, mais son corps ne suit pas. Et je trouve ça vraiment tout plein de mignonitude. J'ai pas fini moi le premier arc, j'ai acheté quelques mangas, je crois qu'il m'en manque 1 ou 2 pour le terminer. Et puis je me relirai tout d'un coup, je l'avais découvert en vacances il y a 2 ans de ça, et vraiment j'avais totalement accroché. Alors celui-ci, autant vous dire que je l'attends, hein, parce que le rythme de publication concernant cette saga est en moyenne plus d'1 an, donc c'est assez frustrant, mais il y a le tome 3 de la saga Scarlet Soul qui va arriver donc le 16 février prochain, toujours aux éditions H2T pour celle-ci. Ici on évolue dans un univers où les humains vivent en paix depuis un certain temps déjà, grâce aux exorcistes qui ont repoussé les démons beaucoup plus loin et qui ont fermé, scellé une porte pour qu'ils puissent vivre en paix. Et on va suivre ici 2 sœurs qui sont du coup les 2 personnes qui sont les héritières d'une des plus grandes familles d'exorcistes qu'ils soient. Et si les exorcistes ont pu réussir ce coup de maître il y a très longtemps, c'était grâce à une épée nommée Hitaken, sauf qu'un jour l'épée va révéler quelque chose et il se peut qu'il y ait une faille et que certaines créatures réussissent à passer. Voilà un petit peu l'intrigue, sachant qu'il y a un protagoniste masculin dans cette histoire qui pour moi apporte vraiment beaucoup à celle-ci, mais je vous laisserai découvrir si vous le souhaitez. J'ai lu à chaque fois les tomes quand ils sont sortis, mais comme j'ai une mémoire de poisson rouge, je me refais tout à chaque fois qu'il y a un autre tome qui arrive. Et je terminerai cette vidéo avec le premier tome de la saga Our Green Birdcage. Je crois qu'on le dit comme ça, le tout aux éditions Soleil Manga, qui du coup paraîtra le 23 février prochain. Et ici on va suivre une jeune lycéenne, Midori, dont sa maman est décédée, et elle fait tout pour soulager son papa et sa petite sœur. Elle se démène tellement pour qu'ils aillent bien qu'en fait elle a une charge mentale énormissime et qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de tout ça, à se sentir bien, sauf quand elle trouve un petit jardin, et dans ce petit jardin elle arrive à reprendre un petit peu les choses en main et à se ressourcer, sachant que dans ce petit jardin il y a un ancien élève qui vient souvent la retrouver, un élève qui travaille juste à côté, et en fait ils vont se rapprocher petit à petit et comment vont évoluer leurs relations et leurs sentiments. Voilà un petit peu ce que propose ce roman. C'est beaucoup plus doux bien sûr, et c'est quelque chose qui peut aussi faire du bien quand on a besoin un petit peu de poésie ou de gnangnan. Et ben je suis désolée, moi aussi des fois j'ai besoin de gnangnan, et c'est quelque chose qui soulage et qui permet vraiment de s'évader et de s'aérer aussi l'esprit comme n'importe quel livre finalement. Ouh, ça y est. Je commence à avoir la gorge très sèche, mais j'ai terminé
terminé de vous parler de tous ces bouquins. On est sur plus d'1 heure de tournage actuellement. J'ai réussi à réduire les heures de tournage avec une préparation autre en amont, donc c'est plutôt chouette, mais bon, je parle toujours autant, donc forcément je me fatigue toujours très vite et je peux vite bafouiller, ce qui fait que la Kimberley du montage va avoir un boulot monstrueux, colossal pour faire tous ces petits cuts. J'espère vraiment que ces vidéos vous seront toujours aussi utiles puisque j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de personnes qui en font, donc c'est bien, ça vous permet aussi vous de voir un petit peu d'autres étendues de sélection livresque. Pour autant, n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous intéresse toujours sur ma chaîne, puisque comme il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées dernièrement pour le faire, si moi ça ne vous intéresse pas, ou en tout cas si ça ne vous apporte pas grand chose de plus, n'hésitez pas à me le dire, je vous proposerai du coup d'autres contenus. Avant de vous quitter, n'hésitez pas non plus à me dire quel titre vous tente le plus. Moi je vous ai dit que je serais très sage en février, je ferai donc un no-buy, mais vous verrez ça dans une autre vidéo pile à lire et vous comprendrez très rapidement pourquoi. D'ici la prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne, surtout prenez soin de vous et faites de très belles lectures. Ciao tout le monde!